On ne peut pas comprendre une solution si on n'a pas compris le problème. À chaque fois qu'on va sur un plateau ou une émission, bien souvent malheureusement on est pris de haut, on attaque sur les arnaques, les risques, les faillites, les fraudes et on parle jamais du fond. Bitcoin est là pour durer, il durera même probablement plus longtemps que l'euro. Donc si je devais avoir un seul message, ce serait celui-là. Donc comprenez Bitcoin et si vous n'avez pas prévu d'être un trader, la meilleure chose à faire c'est de... Alexandre pour France Crypto Première. Quelle dextérité. Est-ce que tu peux commencer par nous noter ton nom, ton prénom, la date à laquelle tu es rentré dans l'écosystème crypto et pour finir, un petit dessin qui représentera une anecdote que tu vas nous raconter pour te présenter. Une anecdote. Alors Stashchenko Alexandre, je suis arrivé en août 2015 dans l'écosystème et l'anecdote que j'ai mise, c'est que quand je suis arrivé dans l'écosystème Bitcoin, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de convaincre mon patron. On travaillait dans un cabinet de conseil en moyens de paiement innovants. Et bien j'ai essayé de l'emmener dans un bar pour payer en Bitcoin et lui montrer que c'était l'avenir. On est allé dans ce bar, on a acheté effectivement un verre de vin en Bitcoin, chose que je regrette énormément aujourd'hui étant donné le prix du Bitcoin. Et pour le paiement, en fait, il fallait regarder en direct le cours du Bitcoin, faire une transaction, attendre des confirmations, etc. Et donc, bien, l'objectif n'a pas du tout été rempli, puisque en sortant, le patron, de façon fort judicieuse, a dit qu'on allait se concentrer sur Samsung Pay, Apple Pay et le sans contact, et que ça allait prendre un peu de temps avant de voir Bitcoin comme moyen de paiement. Comment est-ce que tu expliquerais à un débutant ce qu'est Bitcoin? Pour expliquer ce que c'est que Bitcoin, en règle générale, je vais passer plus de temps à décrire non pas Bitcoin, mais à décrire le problème auquel Bitcoin répond, puisqu'on ne peut pas comprendre une solution si on n'a pas compris le problème. Et donc en fait, ça peut être un peu frustrant, mais avant de comprendre Bitcoin, il faut passer un certain temps à comprendre comment fonctionne le système monétaire actuel, et donc pourquoi il est cassé, pourquoi est-ce que l'inflation est quelque chose de très récent, pourquoi est-ce que ça vient ronger le pouvoir d'achat des gens, pourquoi est-ce que ça vient permettre certaines dérives liberticides en démocratie, pourquoi ça permet plein de choses qui ne sont pas forcément réjouissantes, et en quoi Bitcoin est une solution à tout cela. Quand on a toute cette problématique en tête, Bitcoin répond en étant deux choses. Un système de paiement, donc c'est un équivalent de Visa, Swift, Mastercard, etc. Donc c'est un système technique qui permet de s'envoyer de la valeur en ligne sans intermédiaire, et c'est aussi une unité de compte qui est indépendante, qui n'est pas contrôlable par un État ou par une entité centralisée et qui donc se comporte un peu plus comme un métal précieux, comme de l'or par exemple. Donc c'est à la fois de l'or numérique et un système de paiement. Mais pour comprendre l'intérêt de ces deux choses ensemble, il faut souvent passer plusieurs heures à comprendre pourquoi c'est embêtant, par exemple, d'avoir un monopole bancaire, une monnaie fiduciaire, une banque centrale qui ne rend compte à personne, etc. etc. Après tout ce que tu viens de nous énoncer, est-ce que selon toi, Bitcoin est-il là pour durer? Oui, Bitcoin est là pour durer. Il durera même probablement plus longtemps que l'euro. Comment est-ce que tu juges la France sur sa politique crypto actuelle? Beaucoup de mots me viennent en tête, peu sont positifs. La France a eu vers 2017, 2018, 2019 une tentative de faire des choses positives en proposant une réglementation qui soit un petit peu adaptée, c'est-à-dire qui permette de faire des choses sans avoir à sortir trop d'argent. Sauf que on va dire que le pacte n'a pas été respecté par certaines des parties, et en particulier l'industrie bancaire qui est très concentrée en France, et donc les boîtes françaises n'ont toujours pas de possibilité d'ouvrir de compte bancaire. Donc en France, globalement, on a une très belle réglementation, on a très peu d'entreprises. Il est fort probable que dans les années à venir, la plupart de ces entreprises se fassent racheter par des acteurs étrangers qui viendront profiter d'une licence réglementaire. Et que donc du coup, on aura un écosystème qui sera composé à majorité d'acteurs bancaires et de filiales de groupes étrangers. Donc c'est une position qui est très peu, évidemment, pas très réjouissante. On peut encore se réveiller sur certains sujets, je pense notamment à l'utilisation de Bitcoin pour le minage avec EDF. Mais chaque jour qui passe, évidemment, est un jour de perdu sur ce sujet. Est-ce que, selon toi, la crypto sera un véritable sujet pendant les présidentielles de 2027? Moi, ce que j'espère, c'est que, non pas que la crypto soit un sujet, mais que justement, le plus tôt possible, on fasse une distinction entre Bitcoin et les cryptos, parce que c'est une distinction qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Dans le monde des cryptos, il y a cette erreur, je pense, à vouloir considérer que c'est une classe d'actifs homogène, distincte du reste, alors qu'en réalité, un NFT est plus proche d'une carte Pokémon ou d'un Picasso que de Bitcoin. Et donc il faut arriver à faire des
des regroupements qui sont différents de celui qu'on fait aujourd'hui en disant qu'il y a un monde des cryptos puis il y a le monde réel. Et donc cette distinction nous permettrait d'y voir beaucoup plus clair parce que pour 90% des cryptos, en fait, ce sont soit des titres financiers, soit des projets d'entreprise qui peuvent marcher ou pas marcher, mais c'est un autre débat en fait. Ça devient une affaire de marché avec des investisseurs, des gens qui y croient et puis des faillites et parfois des beaux succès. Mais c'est pas un sujet politique, c'est un sujet financier. Alors que Bitcoin est un sujet politique. Bitcoin charrie avec lui des enjeux monétaires, géopolitiques, financiers, environnementaux, énergétiques. Donc le mieux qui puisse nous arriver, ce serait qu'avant 2027, on ait un vrai débat politique sur Bitcoin et pas nécessairement sur les cryptos, parce que sinon on va encore perdre notre temps à débattre du métaverse européen et des autres trucs qui ne servent pas à grand chose. Le traitement médiatique des cryptos par les médias mainstream est très souvent déplorable. Selon toi, est-ce que c'est une véritable incompétence ou c'est un acte volontaire ? Ce serait très long à analyser. Il y a des facteurs, je dirais, endogènes, exogènes, volontaires et involontaires. Un facteur, par exemple, souvent négligé par les gens qui se sentent attaqués, parfois à juste titre, par les médias mainstream, c'est que pour beaucoup de ces médias, les journalistes n'ont tout simplement plus le temps de faire leur travail. C'est systémique, c'est pas qu'une question de Bitcoin, c'est que les médias ont perdu leur business model depuis l'arrivée d'Internet. Et donc aujourd'hui, faire du travail de qualité, ça ne paye plus. Et donc beaucoup de journalistes sont en fait dans une forme de lessiveuse qui les empêche de faire un travail correct. Et c'est pas spécialement de la méchanceté ou de leur faute ou quoi, c'est que quand vous devez pondre un article à 10h sur la réforme des retraites, à 13h sur le biomimétisme et à 15h sur Bitcoin, vous ne pouvez pas y arriver. Donc ça, c'est un facteur, je dirais, qui est général aux médias dans leur globalité. Après, sur le sujet Bitcoin, il y a effectivement un mix, je dirais, parfois de candeur, ce qui peut être OK, puisqu'un journaliste aussi peut avoir le rôle de poser les questions que les personnes normales se posent. Mais il y a aussi une arrogance qui se pose vis-à-vis du sujet de Bitcoin, et puis une hostilité franchement politique. Alors l'arrogance, c'est simple, à chaque fois qu'on va sur un plateau ou une émission, bien souvent malheureusement on est pris de haut, soit on n'a que le sujet financier en tête, soit on attaque sur les arnaques, les risques, les faillites, les fraudes et on ne parle jamais du fond. Et donc on a par exemple très récemment sur une grande radio, une présentatrice qui a quand même répété plusieurs fois non mais attendez, mais qui va m'acheter mon bitcoin à 100 000 €, soyez pas débile quoi, alors que c'est littéralement le prix de marché. Mais je sais pas qui va me les acheter à ce prix là en fait, les bitcoins. Vous voyez des gens en face, des gens qui en veulent. Il y a plein de gens qui en veulent. Mais qui vont vraiment vouloir des bitcoins à 100 000 €. Mais évidemment, mais tous les jours vous avez des gens qui en achètent même à 105, 110. Donc preuve qu'elle avait juste même pas ouvert en fait la première page d'internet sur le sujet. Mais il n'y a pas que de l'arrogance, parfois il y a du combat politique, parce que Bitcoin est politique. Et donc effectivement dans Bitcoin il y a un ethos libéral qui vise à réduire le pouvoir de l'État en séparant l'État de la monnaie. Et ça, pour beaucoup d'économistes, beaucoup de journalistes et beaucoup de politiques, notamment en France, où on est drogué au centralisme depuis, en gros, Philippe Auguste, donc ça commence à faire beaucoup de temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, d'avoir la monnaie qui sort du pouvoir de l'État. Parce que si la monnaie sort du pouvoir de l'État, on ne peut plus faire 6% de déficit par an, on ne peut plus donner de l'argent à tout le monde gratuitement, tout ça n'est plus possible. Et donc pour beaucoup de ces gens-là, c'est pas simplement le traitement d'un sujet parmi d'autres, c'est la nécessité de décrédibiliser une alternative qui vient mettre en péril l'étatisme. On peut voir dans l'actualité très récente pas mal de réformes et de positions qui sont prises sur la régulation autour des crypto-monnaies. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux politiques français, quel que soit leur bord? Et je t'invite à compléter ça avec l'ardoise. Je pense que le visuel et le décalage peut être assez impactant. Après, ça va être quelque chose que j'ai déjà dit, hein, mais si je devais avoir un seul message, ce sera celui-là, parce que le reste en découle. Donc si je devais avoir un seul message, ce serait celui-là, à savoir que le Bitcoin, c'est pas la crypto. Alors, dans le fond, c'est pas le message le plus important. Je pense qu'il y a plusieurs messages qui sont plus importants, le respect des droits fondamentaux, le respect de la démocratie, les enjeux géopolitiques, les enjeux environnementaux, etc., etc. Mais en fait, on ne peut pas débattre de tous ces sujets de fond tant que cette prise de conscience-là, à savoir que Bitcoin, c'est pas la crypto, n'a pas été faite. Donc en fait, c'est un préalable. On ne peut pas aller plus loin dans le débat tant qu'on n'a pas eu cette prise de conscience. Et donc c'est la première chose que j'essaie de répéter à tous les politiques que je vois lorsque je les vois. Dernière question, tu peux reposer à l'ardoise. On a une audience qui est majoritairement composée de débutants. Quels conseils tu pourrais leur donner? Par où et comment commencer les crypto-monnaies?
Par le même conseil que je viens de donner aux politiques, ne commencez pas les crypto-monnaies si vous n'avez pas compris Bitcoin. C'est une étape 2, c'est pas une étape 1. Donc comprenez Bitcoin, et si vous n'avez pas prévu d'être un trader, la meilleure chose à faire, c'est d'abord en manipuler un tout petit peu pour comprendre ce que ça veut dire d'en posséder soi-même. C'est quoi un portefeuille, c'est quoi une transaction, en quoi c'est différent de la finance traditionnelle, etc., etc. Et puis ensuite, si jamais vous souhaitez vous exposer à cet actif-là, voyez-le plus comme une arche de Noé qu'autre chose, donc c'est de l'épargne de long terme. Vous mettez en place ce qu'on appelle un DCA, c'est-à-dire de l'épargne récurrente. Vous définissez ce que vous pouvez vous permettre de mettre de côté toutes les semaines. Ça peut être 5 €, ça peut être 10, ça peut être 50, ça peut être 100, à mesure de ce que vous pouvez faire. Et vous le mettez en Bitcoin, mais vous n'essayez pas de devenir un trader. Parce que ça, c'est l'erreur que tout le monde commet en arrivant sur le marché, c'est-à-dire se penser plus intelligent que tout le monde. Et dans 9 cas sur 10, ça se termine par une perte de tout ce que vous avez. Donc essayez de ne pas faire cette erreur-là. Alexandre, merci beaucoup pour ta participation. On est ravis de t'avoir eu dans cette interview. Et pour la conclure comme il se doit, je te propose de me renvoyer l'ardoise. Formidable.